l'École française d'Athènes, bien sûr, de nous accueillir, et surtout donc Amélie Perrier et Alexandre Farnoux pour avoir mis sur pied ce séminaire très, très nouveau et particulièrement intéressant. Donc, si Brigitte Bourgeois, comme cela a été présenté, travaille sur la polychromie depuis de très longues années, polychromie des marbres, et donc, entre autres, avec Philippe Jocquet à Délos, ce soir, nous ne parlerons, nous, que des figurines de terre cuite, puisque c'est effectivement mon domaine d'activité, et que depuis plus de 10 ans maintenant, toutes les deux, nous travaillons sur cette catégorie artisanale et nous tentons donc d'allier nos compétences mutuelles. Alors, pourquoi les figurines de terre cuite? C'est effectivement un matériel qui a été, et qui l'est encore d'ailleurs, longtemps négligé. C'est un paradoxe parce que c'est en général, nous avons des quantités de figurines trouvées dans les fouilles ou dans les musées. Et il est vrai que malheureusement, c'est une catégorie qui est laissée, qui reste souvent de côté. Et déjà, Jules Martat, qui a écrit le catalogue fondateur, premier catalogue raisonné fondateur pour les terres cuites, celui du musée de la Société archéologique d'Athènes, qui a donné ensuite donc, le musée national d'Athènes. Donc déjà, Jules Martat, avec l'énorme travail qu'il a fait sur cette collection, ne pouvait s'empêcher d'écrire, et je cite, en 1880, « Une figurine en terre cuite n'est pas, comme une statue de Phidias ou de Praxitèle, une œuvre originale. Un ensemble harmonieux, où aucun détail n'est indifférent et dont toutes les parties visent à l'expression cherchée par l'artiste. Elle appartient à une série. Elle sort d'un moule, et d'un moule d'où sont sorties et sortiront encore beaucoup d'autres figurines. C'est une œuvre d'industrie. Le choroplaste est un ouvrier qui fabrique avec une sorte d'indifférence mécanique et qui, le plus souvent, n'a d'autre idée que de terminer au plus vite l'ouvrage commencé. Peu lui importe la précision de l'expression, la convenance de l'attribut à la représentation figurée. Donc là, effectivement, on voit que même s'il a consacré quand même une grosse partie, un énorme travail à cette catégorie, on voit que c'est quand même assez peu considéré. Et je pense qu'on doit ce dédain à l'absence, principalement à l'absence de texte antique. C'est un matériau de surcroît pauvre, contrairement au marbre ou au bronze. Et donc, il a été relativement dévalorisé. De surcroît, les contextes sont assez mal connus. Les fouilles ont parfois été rondement menées au XIXe siècle, quand il ne s'agit pas tout simplement de pillage. Enfin, on peut ajouter à tout cela le fait que, contrairement à la grande sculpture de marbre et de bronze, où les hommes sont en général le plus souvent représentés, on a un traitement inversement proportionnel dans les figurines en terre cuite, puisque ce sont 90% des cas des femmes qui sont représentées, ce qui ajoute encore au caractère négligeable de l'affaire. Donc, et je rappelle juste un titre assez récent où on a même, mes collègues, a pu intituler donc le travail de Choroplatie, un travail de petite fille. Bon, c'était très provocateur, mais n'empêche, voilà, je crois que ça resitue effectivement un certain contexte. Et de fait, comme le disait Martha, le travail, le fait que ce soit, ce qui me permet d'arriver à la deuxième partie de la deuxième phrase, donc le fait que ce soit un travail mécanique de moulage donne a priori l'idée d'une production répétitive et monotone, alors qu'en réalité, vous allez voir qu'il y a une plus grande variété qu'il n'y paraît. Alors, enfin, ce qui nous a évidemment intéressés sur ces figurines de terre cuite, c'est qu'elles ont en général gardé, malgré les restaurations parfois abusives et un petit peu drastiques, les interventions modernes, elles ont quand même gardé une grande partie de leur couleur, contrairement aux marbres qui ont été lessivés donc, par les années. Et je vous montre ici une des premières représentations en couleur de figurines de terre cuite dans le livre de Stackelberg de 1837. Vous voyez une Athéna qui est représentée avec
avec des couleurs qui me semblaient assez fantaisistes, jusqu'au jour où j'ai repéré la figurine au musée de Berlin. Elle est évidemment beaucoup plus abîmée maintenant, mais on retrouve bien ce vert et ces tonalités rouge-rose dans la coloration générale. Donc, effectivement, ces figurines étaient toutes peintes dans l'Antiquité, ce qu'on a parfois du mal à concevoir. Et cela nous a paru être, à Brigitte et à moi-même, donc un moyen d'accès particulièrement pertinent pour l'étude de la couleur. Alors, nous avons bénéficié d'une part d'un programme français, d'un ALABEX, Patrima, Fondation des sciences du patrimoine, associant donc le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le Louvre et l'Université de Chimie Paris en 2015-2016, qui nous a permis de caractériser les matériaux de la couleur et de commencer à réfléchir sur les pratiques artisanales de la couleur. Et d'autre part, nous avons maintenant depuis plusieurs années, en collaboration avec le Louvre, le Musée national d'Athènes, et soutenu donc par l'École française d'Athènes, un programme de réflexion et d'études sur les œuvres qui sont peut-être mieux documentées d'un point de vue contextuel et moins retouchées par les antiquaires, les œuvres donc du Musée national d'Athènes. Et je voudrais ici tout particulièrement remercier Christina Avronidaki et Vangelis Viliodetis sous la direction de Yorgos Kavadias du Musée national d'Athènes qui nous offre une aide précieuse en plus de leur amitié. Donc, nous avons donc étudié en définitive un corpus d'environ 120 figurines du musée du Louvre, presque une petite centaine au musée national archéologique d'Athènes, un corpus d'œuvres allant de l'époque archaïque à l'époque romaine, dont à peu près 65% sont des œuvres hellénistiques et romaines, sur une étendue géographique assez vaste qui se concentre plutôt sur la Grèce centrale, en particulier l'Attique et la Béotie, mais qui va jusqu'en Ionie, en Asie mineure, donc plutôt l'Ionie, en Apulie surtout, pour l'Italie du Sud, quelques pièces également de Cyrénaïque, de Tarse, et enfin, de manière assez isolée, des œuvres quelques toutes petites œuvres d'Apollonie du Pont, de Macédoine, de Capoue ou d'Alexandrie. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers ce soir avec l'artisanat de la choroplatie, nous nous sommes permis de prendre quelques images pour évoquer la technique et la mise en couleur. Alors, toute œuvre commence par le modelage. Soit elle reste modelée, soit le modelage sert pour réaliser donc le prototype, ce qu'on appelle le prototype ou le modèle, qui va servir donc de point de départ à toute une série de moulages. Nous connaissons très peu de prototypes en réalité. C'est un autre débat. La tête de riton qui a servi à faire un riton, la tête de cheval ici, qui a servi à faire ensuite le riton que vous voyez, est assurément un prototype plein en terre cuite. Il a souvent été dit que ces petites têtes de femmes, vous avez ici l'exemplaire de la Liebighaus, mais on trouve quelques exemplaires aussi au musée de Broronne. Donc il a souvent été dit que ces pièces étaient des prototypes parce qu'elles étaient pleines. Ce n'est peut-être pas... Ça a pu servir comme prototype. En tout cas, elles révèlent maintenant, on voit qu'elles ont des traces de couleur ou de dorure, prouve que ces pièces ont ensuite été réutilisées. Bon, enfin, toujours est-il, une fois qu'on a le prototype, on peut passer donc au moule. Autant le prototype a besoin d'être réalisé par un sculpteur, autant le moule, lui, peut être l'objet d'un artisan beaucoup moins doué. Alors, on a ici, vous avez ici sur l'écran l'exemple très rare d'un moule complet, face avers et face revers, avec au centre le tirage moderne. Il s'agit d'un petit jeune homme assis qui était déjà lui-même un surmoulage, comme l'indique la présence dans le moule du trou des vents qui normalement n'apparaît que sur la figurine tirée. Et une fois qu'on a le moule, donc on peut imaginer effectivement toute la série qui en découle. Il suffit de mettre de l'argile dans chacune des valves du moule.
En général, les moules sont un petit peu plus compliqués que ce que vous voyez sur l'écran, puisque les têtes sont réalisées à part. C'est le cas pour ce petit dessin ici. La tête était là. Et puis, quand vous avez un membre du corps ou un attribut à rajouter, vous le faites à part. Et on le voit ici pour cette très belle victoire de Myrina, qui cumule un moule bivalve pour le corps, un moule pour la cuisse, un moule bivalve pour chacun des bras, pour la tête, et puis un moule simple pour chacune des ailes. Donc ça peut être assez complexe. Ces différents abattis sont collés à la barbotine avant la cuisson, et la cuisson se fait dans les mêmes fours que pour les vases, aux alentours, dit-on, environ de 600-700 degrés, ce qui peut être un peu variable. Ce n'est qu'après qu'apparaît, à partir de l'époque classique en tout cas, même dès 550, la mise en couleur, qui est faite donc après la cuisson, ce qui explique une certaine forme de fragilité. Voici une très belle pièce, un des fleurons de la collection du musée du Louvre, une Tanagra réalisée en Béotie qui a conservé ses couleurs et dont on voit, grâce au dessin de Frédéric Siard, les différentes étapes dans la mise en couleur. Alors voici la figurine cuite, la préparation qui est systématiquement apposée sur la figurine et qui sert à tenir les couleurs. Ensuite, les carnations, les vêtements, le tambourin, et enfin l'étole rose qui a été réalisée en dernier lieu. Alors évidemment, nous allons ici vous présenter des pièces qui étaient assez exceptionnelles dans l'Antiquité. Toutes n'étaient pas de cette qualité-là, mais il est vrai que, notamment dans les musées, il est évident qu'on a affaire à des figurines qui sont souvent extrêmement bien réalisées, avec toutes sortes de procédés picturaux dont Brigitte va parler, de procédés picturaux qui laissent penser qu'il s'agit d'un artisanat de très grande qualité. Et je vous ferai juste la démonstration avec cette très belle Tanagra, qui est un autre fleuron de la collection du musée national. Du musée du Louvre, que l'on a conventionnellement appelée la Dame en bleu, puisque son vêtement est bleu et qu'elle montre un himation bordé d'une large bordure dorée à la feuille. À l'occasion de l'exposition Tanagra, j'ai pu remettre en contexte cette figurine. Elle était dans un même tombeau trouvé près de Tanagra avec trois sœurs, dont une jumelle, celle-ci, qui est au musée de Berlin, et deux autres figurines, l'une à l'Ermitage, l'autre anciennement dans la collection Gréau, disparue aujourd'hui, qui montrent effectivement une modification dans la pondération, dans la position générale, mais aussi une inversion des tonalités chromatiques, puisque cette fois, c'est la dorure qui l'emporte sur les mationnes par rapport à la bordure bleue du vêtement. Donc on voit ici que l'on a affaire à des pièces qui peuvent être tout à fait exceptionnelles et qui valaient la peine qu'on s'y intéresse d'un point de vue scientifique pour comprendre, encore une fois, au-delà de la caractérisation des matériaux, quelle pouvait être l'organisation générale des artisans qui travaillaient et qui venaient décorer ces figurines. Faute de texte, donc, comme l'a dit Violaine, il faut se tourner vers les études scientifiques de la matière pour mieux connaître à la fois les matériaux, les procédés employés donc par les artisans antiques pour la mise en couleur, l'embellissement, la cosmésis de ces œuvres. Dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines où une démarche d'archéométrie est mise en œuvre, le principe de base est de toujours croiser plusieurs techniques d'examen et d'analyse de manière à obtenir des résultats aussi précis et fiables que possible. La démarche passe par trois étapes essentielles. Tout d'abord, l'observation. L'observation aussi approfondie que possible des états de surface, sachant que les vestiges des traitements antiques ne sont plus forcément visibles à l'œil nu,
ou bien ne sont plus immédiatement reconnaissables en tant que couleur, tellement l'altération a pu les métamorphoser. Donc parfois, c'est déjà difficile d'affirmer qu'il s'agit bien de vestiges de traitement de surface antique. Donc l'observation, qui elle-même passe en quelque sorte par deux phases. Tout d'abord, donc, un dossier d'imagerie en mode multispectral. Vous allez voir l'intérêt de la chose. Et puis, un examen approfondi des états de surface en microscopie numérique. Dans un deuxième temps vient l'identification des composés minéraux et organiques qui forment ces matériaux antiques de la couleur via différentes techniques d'analyse dont on va dire également un mot. Alors, commençons donc par l'imagerie multispectrale. Il s'agit, via des techniques de prise de vue photographique soigneusement calibrées, ça c'est un point important, dans le visible, là vous avez le spectre électromagnétique avec la partie visible par l'œil humain. Et donc il s'agit à la fois dans le visible, dans l'ultraviolet qui se situe ici et dans l'infrarouge, de détecter, de cartographier en quelque sorte les états de surface pour y reconnaître sous certaines longueurs d'onde des éléments qui peuvent donc subsister à l'état de résidus plus ou moins infimes. Alors, deux techniques sont particulièrement utiles et utilisées de manière courante. C'est l'examen en fluorescence d'ultraviolet. Vous avez une image là qui apparaît avec les rampes UV en action. Et une deuxième technique inventée récemment par le scientifique que vous voyez là, en pleine action, qui est Giovanni Verri. Et là, il s'agit donc de ce qu'on appelle la luminescence infrarouge. Alors, quel est d'abord l'intérêt de la fluorescence sous ultraviolet ? Reprenons l'exemple de la ménade que Violaine vient de montrer. Et on va voir que sous UV, la peinture rose de l'étole se caractérise de manière très marquée par une couleur de fluorescence très vive, orangée, qui aussitôt évoque, pour les spécialistes de la couleur, évoque la couleur de fluorescence d'un colorant organique qui est l'agarance. Et effectivement, l'analyse chimique qui ensuite a eu lieu a confirmé cette hypothèse qu'il s'agissait bien de garance. Donc voilà déjà une sorte de cartographie établie par l'UV et qui en même temps donne des premières indications sur la composition chimique de la couleur, qui évidemment demande à être confirmée ensuite par l'analyse. Mais c'est un premier indice qui peut être important. C'est un peu comme une phase de prospection, si vous voulez, si on veut faire l'analogie avec l'exploration archéologique d'un site. C'est une première phase de prospection. Alors, ce colorant, issu de la racine d'une plante, la garance, qui poussait à l'état naturel en Grèce et dans le bassin méditerranéen, dans l'Antiquité comme de nos jours. Donc ce colorant a servi dans l'Antiquité à la fois à teindre des étoffes, comme celle de ce manteau trouvé en Égypte à Antinoé et qui a été teint en garance, mais également à peindre une fois que le colorant avait été fixé sur une charge minérale, voilà, pour former un composé que les chimistes de nos jours appellent un pigment laqué, qu'en général, plus traditionnellement dans le vocabulaire courant, on appelle une laque, et qui était préparé sous forme de ces boulettes, en quelque sorte plus ou moins prêtes à l'emploi pour les peintres. Les boulettes qui sont ici font partie des pigments bruts qui ont été retrouvés dans les fouilles de Délos. Et selon le mode de préparation, la teinte obtenue, ce rose de garance, pouvait avoir des tonalités plus ou moins roses ou plus ou moins rouges. Voici deux exemples étudiés en microscopie sur des figurines en terre cuite du Louvre. Et c'est l'un des tons les plus
en faveur dans la polychromie sculpturale de la Grèce ancienne, à partir du IVe siècle et surtout durant l'époque hellénistique, aussi bien sur marbre que sur terre cuite que dans la peinture. Voilà, c'est, disons, une sorte de le ton, la couleur emblématique peut-être de la polychromie d'époque hellénistique. La deuxième technique d'imagerie infrarouge que nous vous présentons, il y en a d'autres, mais elles sont peut-être moins déterminantes que ces deux-là, et donc la luminescence infrarouge, qu'on a abrégée en français par l'acronyme de LIR et en anglais VIL, Visible Induced Luminescence. Alors, l'intérêt de cette technique est d'établir une cartographie de surface, donc de l'emploi du pigment bleu dit bleu égyptien. Et en prenant l'exemple de ce magnifique vase plastique attique du début du IVe siècle conservé au Musée national ici, et représentant donc une scène d'enlèvement d'une figure féminine par un génie ailé, un démon. Si on compare la vue en lumière visible avec la luminescence infrarouge, on voit aussitôt que les yeux des personnages ont été peints avec du bleu égyptien, outre la peinture bleue des ailes et de la coiffe du daimon. Et ensuite, l'examen microscopique confirme en effet la présence de bleu égyptien que l'artisan a posé sur la préparation blanche, qui ici constitue le ton de fond des carnations. Donc du bleu qui rehausse le globe oculaire. Et ce n'est pas un cas isolé. Nous avons, au cours de nos examens en microscopie, trouvé maintenant bon nombre de cas semblables pour le IVe siècle et l'époque hellénistique d'emploi de peinture bleue sur le globe oculaire pour animer en quelque sorte le regard. Alors, le bleu égyptien, vous le savez sans doute déjà, est le plus ancien pigment de synthèse connu dans l'Antiquité. C'est le bleu, en général, employé, hein, pour la Grèce antique, Rome, etc. C'est en général du bleu égyptien que l'on retrouve. Il s'agit d'un mélange de cuivre, de calcaire et de sable siliceux. Et c'est une couleur très stable puisque elle a été cuite aux alentours de 900-1000 degrés, donc à température déjà assez élevée, sous forme, encore une fois, de ces boulettes qui circulaient de la sorte. Il y avait tout un commerce du bleu égyptien sous forme de ces boulettes. Celles que vous voyez là à l'écran font à nouveau partie de la collection de pigments bruts trouvés à Délos. Alors, grâce au progrès des logiciels de traitement d'images qui sont en progrès constant, on peut maintenant combiner sur une seule image l'apport des UV et l'apport de la luminescence infrarouge pour obtenir en quelque sorte d'un seul coup d'œil la visualisation du schéma chromatique de certaines figurines. Et c'est le cas pour cette figurine de Canossa, présentant une femme tenant un canard et un coquillage, conservée au British Museum, dont le long chiton à Rabat a été peint avec du bleu égyptien et du rose de Garance. Et donc voilà sous UV la localisation du rose de Garance, puis en luminescence infrarouge le bleu égyptien et finalement la combinaison des deux techniques pour obtenir une sorte de visualisation de la mise en couleur, de la construction chromatique générale de la figure. Voilà, c'est une étude très récemment publiée par John Dyer et Sophia Sotiropoulou qui est très intéressante. Voilà. Donc les possibilités de immédiatement saisir à nouveau, bien mieux qu'à l'œil nu, la mise en couleur générale d'une figurine. Dans certains cas, quand on a notamment la chance d'avoir par exemple du rose de Garance et du bleu égyptien. Évidemment, tous les pigments ne sont pas fluorescents de la sorte. Vient dans un deuxième temps l'examen en microscopie numérique. Alors auparavant,
microscopie optique, puis vidéo, et maintenant nous travaillons avec des appareils numériques. Alors, cette méthode a deux avantages principaux, et notamment pour la microscopie 3D, vous allez le voir, c'est qu'elle permet d'obtenir des images de la surface de haute définition, à fort grossissement. On peut aller jusqu'au micron, voire même maintenant, avec les appareils les plus sophistiqués, jusqu'au nanomètre, ou des centaines de nanomètres. Donc on peut vraiment visualiser des vestiges absolument minimes. Voilà. Et vous allez voir que ça a son importance. Donc ça, c'est la première qualité, en quelque sorte. La deuxième, c'est que grâce à des logiciels de micro-mesure qui sont intégrés dans ces appareils, on peut en même temps établir sur ces images à fort grossissement des études en microtopographie de surface, et notamment par exemple pour étudier des traces d'outils. Nous allons vous en montrer un exemple. Alors voilà à quoi ressemblent ces appareils, assez magiques, je dois dire. C'est une véritable drogue. Une fois qu'on commence à chasser les grains, à traquer le grain sur la surface d'un objet, on ne peut plus s'arrêter. Le danger avec ces appareils numériques est qu'évidemment on accumule des centaines, pour ne pas dire des milliers d'images. Voilà, c'est un monde en soi dans lequel on pénètre. Donc, un appareil numérique qui permet de capturer les images en 2D et en 3D, qui ne bouge pas trop du laboratoire vu son prix et son poids. Et puis, un appareil portable, très portable, de terrain, avec lequel notamment nous travaillons ici ou sur d'autres sites, voilà, et qui nous permet déjà d'obtenir des images avec une plage de grossissement allant de 20 à 160 fois, ce qui permet déjà de prendre une bonne connaissance de la surface. Alors, concrètement, comment nous procédons ? Nous partons d'une photographie ou de plusieurs photographies de l'objet, s'il faut couvrir les différentes parties, évidemment, les différentes faces de l'objet, et point par point, zone par zone, nous examinons la surface, nous essayons de comprendre ce que nous voyons, ce n'est pas toujours facile, nous essayons de décrire, ça c'est encore plus difficile, de décrire des images, voilà, de savoir comment le décrire. Et puis nous enregistrons aussi précisément que possible les points d'examen. Voilà. Donc, au bout d'un moment, une œuvre comme ce vase au démon se retrouve criblée de flèches comme un Saint-Sébastien. Voilà. Mais donc là, nous savons exactement où situer nos images pour essayer de comprendre progressivement comment pouvait être agencée la peinture, les détails de la peinture sur telle ou telle œuvre. Et c'est cette même grille d'examen qui va nous servir ensuite pour l'analyse directement sur l'objet sans prélèvement de ces mêmes vestiges de peinture, de dorure, etc. Donc voilà, par exemple, la grille qui nous a servi pour l'analyse, les premières analyses que nous avons faites jusqu'à présent sur ce vase plastique, avec, on va regarder par exemple ici, une zone de peinture verte sur la tunique que porte le génie ailé. Et à ce moment-là, on a la correspondance entre l'image au microscope, dont évidemment nous savons exactement le grossissement et l'emplacement, et un spectre d'analyse, ici une analyse en ce qu'on appelle spectrométrie en fluorescence de rayons X, donc XRF, la fameuse méthode XRF, qui nous donne la composition élémentaire de la peinture avec différents pics correspondant aux différents éléments présents, le calcium, le cuivre. Il s'agit sans doute d'un verre de malachite, un verre de cuivre à base de malachite, etc., etc. Voilà. Donc, correspondance entre l'observation de la surface et l'enregistrement des images et l'analyse ensuite. Alors, pour voir d'un peu plus près l'intérêt de cette démarche de microscopie, et notamment en microscopie numérique en 3D. Nous avons choisi un exemple sur la Dame en bleu concernant les pratiques de dorure, l'étude des procédés utilisés pour la dorure des terres cuites dans la Grèce, en l'occurrence là du IVe siècle.
Alors, nous avions déjà, évidemment, nous n'avons pas découvert les techniques de dorure. Il y avait déjà eu un certain nombre d'études pratiquées sur ces œuvres. Et nous savions déjà qu'il s'agissait d'une technique de dorure à la feuille, donc avec des feuilles d'or, posées à froid, après donc la cuisson de la terre cuite, après souvent la pose des couleurs, la préparation et la pose des couleurs. Donc, pratiquée avec des fines feuilles d'or posées sur une assiette contenant des composés du fer, donc une assiette ferrugineuse, colorée de ce fait, qu'on appelle dans le langage des doreurs un bol, et qui recouvre elle-même la préparation blanche. Donc là, vous avez la stratigraphie des couches, schématisée ensuite par ce petit croquis, avec les numéros des couches. Donc, 1, c'est la terre cuite. 2, la préparation blanche, qui recouvre absolument l'ensemble de la figurine. 3, l'assiette colorée ici en jaune par de l'oxyde de fer. Et quatrièmement, la feuille d'or posée sur cette assiette colorée. Mais en y regardant de plus près et à plus fort grossissement, là vous avez une vue de cette zone ici à 140 fois de grossissement, nous nous sommes rendus compte que l'artisan ne s'était pas contenté de poser, et d'ailleurs d'une manière absolument parfaite, la feuille d'or pour dorer cette large bande du manteau. Il a également procédé à un traitement de finition de la dorure par un travail de polissage, ce que les doreurs de métier appellent le brunissage, qui est effectué en passant, avec beaucoup de précautions, sur la feuille d'or une pierre dure, un outil en pierre dure tel que l'agate. Et le brunissage a pour fonction de rendre la dorure parfaitement lisse, parfaitement adhérente à l'assiette colorée, sous-jacente, et de la faire briller comme un miroir, de lui donner le maximum d'éclat. Voilà. Et donc là, il y a eu un travail de brunissage de la feuille d'or. Mais ce n'est pas tout. On peut continuer de grossir, pour en quelque sorte vraiment la pénétrer dans la matière, dans la couche de surface, et étudier certaines traces d'outils liées à ce travail de finition, de polissage de la dorure. Donc si on regarde cette zone-là, avec ces sortes de petites stries rectilignes qu'on devine à faible grossissement, donc on grossit davantage, là on est à 200 fois. Donc on voit bien là les stries qui sont imprimées dans la feuille d'or et dans les couches sous-jacentes, dans les couches préparatoires à la dorure, à la fois l'assiette et la préparation. Et puis on grossit encore, parce qu'on est grisé et que voilà, l'appareil nous permet de grossir. Voilà, on arrive à 1000 fois, là on est à grossissement 1000. Et cette fois, avec le logiciel de microtopographie, on peut mesurer exactement la largeur de la trace laissée par l'outil. Ça fait 100 microns, donc 0,1 mm. C'est minime, mais voilà, c'est très régulier, ça existe. Et puis on peut même, une fois scanné en 3D la surface, mesurer la très légère dépression. Ça fait même pas 4 microns, donc ça paraît pas grand-chose, mais voilà, c'est là. La légère dépression laissée par l'outil sur le revêtement métallique. Voilà. Donc tout ceci, ce sont des données qui enrichissent une archéologie du geste, du doreur, parce que là nous pensons qu'il y a vraiment un savoir-faire qui est celui d'un doreur, vu la qualité de pose et de travail de la dorure. Donc une archéologie du geste pour mieux comprendre les savoir-faire, les tours de main utilisés par les artisans antiques. Et puis, donc, dans un dernier temps, vient l'analyse de la matière avec, là aussi, 2 principes de base. Priorité aux méthodes non invasives, donc sans prélèvement, hors contact, sans toucher à l'objet, et toujours là aussi croiser plusieurs méthodes. Alors là, on ne va pas du tout détailler parce que ça nous entraînerait trop loin. Il y a plusieurs types de techniques non invasives qui peuvent maintenant être utilisées pour aussi bien les matériaux minéraux que organiques. Mais ça, on pourra en reparler, si vous voulez, par la suite. Alors, un mot maintenant
dû au chapitre de l'analyse du summum de la haute technologie en quelque sorte, c'est-à-dire l'analyse par l'accélérateur de particules qui existe au Louvre, dans les sous-sols du Louvre, dans les laboratoires du C2RMF, et qui permet d'analyser de manière ultra fine la composition et la concentration des éléments présents dans la surface des objets. Alors, l'accélérateur vient d'avoir une cure de jouvence qui le rend encore plus performant, mais ça, on ne va pas le détailler. Et peut-être une information importante pour ceux d'entre vous qui rêvent de ce genre d'analyse, c'est que la bonne nouvelle est que c'est accessible, c'est gratuit, via un programme européen qui s'appelle Hyperion CH pour Cultural Heritage. Et donc, c'est un programme de la communauté européenne qui permet aux chercheurs des pays européens d'avoir accès via ce volet du programme de recherche qui s'appelle FixLab, qui permet d'avoir accès à des grands instruments dans différents pays européens, en Hongrie et en France, et notamment d'avoir accès à l'accélérateur de particules du C2RMF pour étudier des problématiques liées à l'histoire de l'art, l'archéologie, etc. Voilà. Donc, peut-être un jour, nous nous retrouverons autour d'Aglaé au Louvre. Voilà. Alors, quel est l'intérêt d'avoir recours à des méthodes high-tech comme celle-là? C'était un peu ce que nous voulions tester avec Violaine et avec notre collègue Sandrine Pagès et nos autres collègues d'Aglaé. Donc nous avons essayé de pousser l'étude des pratiques de la dorure pour mieux comprendre, donc sur un corpus d'objets d'environ 25 œuvres qui présentaient tantôt des rehauts partiels de dorure, tantôt une dorure intégrale, comme sur ces bijoux ou sur ces figurines de Smyrne entièrement dorées. Donc, mieux comprendre la composition de la feuille d'or et mesurer l'épaisseur de la feuille. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait, notamment sur la Dame en bleu, mais pas uniquement. Donc, voilà la Dame en bleu sous le nez d'Aglaé. Hein. Et donc, avec ce double objectif d'étude, composition et mesure. Voilà. Alors, je vais passer les conditions expérimentales et je vais passer aussi un peu rapidement sur ces résultats, enfin, ou ce détail des analyses. Ce qui est peut-être l'idée à retenir, c'est que maintenant, ce genre d'appareil nous permet là aussi de faire des cartographies, hein, des cartographies chimiques et des cartographies de l'épaisseur des feuilles. Et évidemment, ça donne des résultats plus fiables que des analyses faites uniquement sur un point précis. Hein, parce qu'un point, on n'est jamais sûr que c'est représentatif de la surface. Quand on étudie des petites zones, alors ce ne sont pas des grandes zones, ce sont des zones de 3 mm² hein, pour l'instant. Le nouvel Aglaé va permettre de faire des cartographies beaucoup plus larges, mais là, on est beaucoup plus sûr des résultats qu'on obtient. Hein. Et donc, pour en venir en 2 mots à ces résultats, ils sont très clairs. Hein. On a des feuilles pour l'ensemble de ces objets venant de différents ateliers, différentes régions du monde grec, des feuilles qui sont toujours de l'or fin, c'est-à-dire de l'or vraisemblablement purifié, hein, passé par un processus d'affinage de l'or, avec, alors ceci dit, ce sont quand même des alliages, hein, l'or contient toujours des pourcentages même minimes d'argent et de cuivre, mais c'est donc un alliage, ce n'est pas de l'or pur à 100%, mais c'est une teneur en or très élevée, entre 95 et 99,5%. Voilà. Donc de l'or fin. Et une extrême finesse des feuilles, puisqu'on est en dessous du micron, on est en général entre 200 et 500 nanomètres, hein, entre 0,2 et 0,5 microns. Voilà. Et par exemple ici, ce sont les résultats de la Dame en bleu, là dans ce groupe représenté comme ça sur le schéma. Et là, on est aux alentours de 200-300 nanomètres d'épaisseur. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer aussi pour l'étude via Aglaé, c'est
la cartographie chimique qui a été faite sur un autre type de revêtement métallique qui a longtemps été ignoré sur les terres cuites et sur d'autres matériaux aussi, et qui est de la feuille d'étain, des revêtements en feuille d'étain, avec l'exemple de ce vaisselier de Myrina, sur lesquels donc, nous avions repéré des vestiges qui, maintenant, à l'œil nu, apparaissent comme des sortes de taches noirâtres, alors qu'il ne faut pas confondre avec des salissures et nettoyer, évidemment, mais qui peut-être pouvaient correspondre à de la peinture voulant imiter des vases, de la vaisselle en vernis noir. Or non, il s'agit en fait de l'étain, d'une feuille d'étain. Là, vous avez la cartographie par Aglaé de ce petit vestige-là de feuilles. Il s'agit d'étain. Et donc, il s'agissait plutôt d'un procédé voulant alors imiter l'argent ou bien voilà, conférer un aspect de surface particulier, mais en tout cas autre que la dorure. Et dernière chose à retenir de toute cet exposé sur la méthode, c'est qu'il faut donc toujours croiser les examens et les analyses. Les analyses, alors c'est vrai que si on peut avoir des prélèvements, on peut faire encore plus de choses, hein, et les prélèvements maintenant sont minimes. Hein, en général, ce que les chimistes prélèvent au centre de recherche, c'est inférieur à 1 mm². Alors là, nous avons voulu vous montrer l'un de ces prélèvements. Le voilà, au fond d'un micropilulier. C'est un prélèvement de dorure réalisé sur la couronne de cette belle victoire de Myrina. Et avec un prélèvement, on a cette fois comme une coupe stratigraphique, comme une berme archéologique qui nous permet d'étudier encore plus en détail la composition et l'épaisseur de chaque couche également. Donc, ce sont évidemment des données également précieuses à croiser avec tout le reste. Alors, tout ceci a un objectif, dirait Violaine, c'est... Bon, l'étude de la matière, c'est important, il faut partir de là, hein, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. C'est de revenir à la question de l'artisanat antique. Quels sont les savoir-faire mis en œuvre et peut-on parler d'une expertise spécifique, d'un véritable degré de qualification de certains artisans? On a longtemps dit que la polychromie sur ces figurines en terre cuite était au pire un barbouillage, d'ailleurs réalisé par les femmes et les enfants, au mieux un coloriage, mais quand même assez sommaire. Or, il nous a semblé assez rapidement que, en fait, il s'agissait d'autre chose, il pouvait s'agir d'autre chose, d'une véritable mise en peinture beaucoup plus raffinée, et sans compter ces traitements de dorure tellement sophistiqués et qui nécessite un véritable savoir-faire. Et c'est ça qui, maintenant, nous paraît intéressant et qu'on essaye de développer, c'est que savoir dorer des œuvres tridimensionnelles avec des feuilles aussi fines, hein, de 0,2 microns, par exemple, c'est la finesse actuelle des feuilles. Alors déjà, les doreurs, quand on leur dit à l'heure actuelle que les feuilles dans l'Antiquité grecque battues manuellement étaient aussi fines, c'est déjà un scoop absolument étonnant pour eux. Mais de savoir dorer sans déchirure, sans gâcher les feuilles d'or, évidemment, hein, vu le caractère précieux, des objets de la sorte, et en variant en plus les procédés de dorure, vous avez vu le travail de brunissage sur cette tête de Smyrne, que nous croyions au départ entièrement dorée, nous avons en fait mis en évidence un travail en réserve, hein, puisque, alors que tout le visage, les yeux, etc., étaient dorés, les narines ont été laissées volontairement sans dorure. Hein. Et ce n'est pas une question d'économie du matériau, puisqu'en fait, il y a de la dorure, ça on a bien vérifié, il y a de la dorure le long des ailes du nez et entre les narines. Hein. Donc c'est bien un procédé volontaire de laisser apparaître la préparation blanche sur le fond de l'assiette colorée en rouge, puis de dorer d'autres parties. En quelque sorte pour réintroduire un effet pictural, un effet chromatique, peut-être pour comme réintroduire un peu de lumière dans ce visage entièrement doré. Bon, voilà. Donc un véritable travail d'un artisan que nous appelons un doreur. Alors,
peut-être était-il peintre et doreur, hein, mais en tout cas qui avait un véritable savoir-faire, une véritable qualification dans ce travail de la dorure. Alors, si nous revenons maintenant au volet de la peinture, de la mise en peinture des figurines, là aussi, donc, nous avons vu toutes sortes de procédés au fil de nos enquêtes, toutes sortes de procédés qui relèvent de ce que nous appelons une véritable culture picturale. Hein, donc des procédés qui sont attestés dans la peinture, dans la grande peinture en quelque sorte, la peinture de chevalet et la peinture murale, et que nous retrouvons employés sur les figurines en terre cuite, hein, comme une sorte de coïnet pictural, là où les uns les autres utilisent les mêmes matériaux, sont absolument les mêmes matériaux, et des procédés analogues. Alors, on va avoir quelques exemples de mélange de pigments, de superposition de couches colorées et de jeux d'ombre et de lumière qui entrent en ligne de compte également dans la peinture des figurines. Mélange de pigments, en voici un exemple avec cette femme drapée qui porte un assez exceptionnel chitone peint en vert. Le vert, on dit, c'est une couleur rare, c'est une couleur qui s'est mal conservée. Dans certains cas, elle s'est très bien conservée. Et le vert nous semble au contraire être une sorte de véritable signature picturale des ateliers d'Athènes au IVe siècle, aussi bien sur les vases plastiques que sur les figurines. Et donc là, il y a eu un petit prélèvement de fait et on voit que c'est un vert qui n'est pas juste un pigment vert, mais qui est une couleur qui a été travaillée plus savamment avec un vert de cuivre, il s'agit de malachite, donc un pigment assez précieux, de l'ocre jaune, de la kaolinite, une argile blanche, et de la calcite. Voilà, donc un peintre qui a sur sa palette travaillé un mélange de couleurs pour obtenir un vert particulièrement lumineux. Superposition de couches picturales. Là, nous en avons plusieurs exemples, donc je vais les passer rapidement pour vous montrer d'abord superposition de bleu égyptien sur une sous-couche brune. Sur ce très beau groupe d'Aphrodite et d'Eros de Corinthe, conservé ici au Musée national, et sur la base, on a vu que donc, le bleu égyptien subsiste, mais posé sur une sous-couche brune. Et il nous a semblé intéressant de faire le parallèle avec ce même procédé qui a été mis en évidence récemment dans une étude en cours qui associe Aricleia Briculaci, Yorgos Cavadias, Giovanni Veri, moi-même, Andreas Caridas et Paolo Romano sur les petits panneaux en bois peint trouvés dans la grotte de Pizza près de Corinthe. Hein. Et c'est peint exactement de cette même manière. Si on zoome sur la femme qui est en train de faire une libation sur l'autel, on voit que là aussi, le bleu égyptien du péplos est posé sur une sous-couche brune. Hein. Donc ce même procédé va être ensuite utilisé pour la terre cuite. Superposition de bleu toujours sur une sous-couche foncée, hein, sans doute pour intensifier le bleu égyptien. Cette fois, il s'agit d'une couche gris-noir. C'est l'exemple du manteau de la Dame en bleu, hein, avec là une vue au microscope qui montre dans une zone où la peinture bleue du manteau est mieux préservée, ce bleu posé sur une sous-couche grise, hein, et là aussi il y a eu un prélèvement de fait et d'analyser par Sylvie Collinard au laboratoire, où vous retrouvez la stratigraphie avec la terre cuite, la préparation blanche, cette sous-couche sombre en gris-noir qui est à base de noir de charbon et d'une argile blanche, la kaolinite, puis la couche superficielle de peinture bleue qui devait être plus importante à l'origine, mais qui évidemment a été très usée au cours de l'enfouissement. Hein, voilà. Et là aussi, il nous semble intéressant de faire le parallèle avec le procédé pictural employé, alors là pour le coup on se situe exactement à la même période, sur la frise de la tombe macédonienne d'Aios Athanasios. Hein. Là aussi c'est une étude d'Aricleia Briculaci qui a bien mis en évidence que le fond bleu sombre de la frise sur lequel est peint le cortège macédonien était peint en bleu égyptien
posée sur une sous-couche noire. Voilà une vue au microscope et ensuite une coupe stratigraphique qui montre bien les grains de bleu égyptien, les gros grains de bleu égyptien posés sur cette sous-couche noire avec à nouveau un noir de carbone utilisé. Et puis, dernier exemple de superposition de couches picturales, cette fois pour obtenir des jeux chromatiques avec le rose de Garance, hein, cette très belle Nike phénoméride du Louvre, où, sous UV, on voit mieux qu'à l'œil nu que tantôt le rose de Garance, là vous retrouvez la fluorescence caractéristique du rose de Garance, tantôt il a été posé sur une couche d'un rouge très intense, c'est de l'oxyde de fer, hein, pour peindre certaines plages du vêtement. Tantôt, il a été posé, au contraire, sur des bandes de couleur blanche. Là, il y a tout un motif de bandes de polychromes successives. Et le rose de Garance, à ce moment-là, a été posé sur ces bandes très blanches qui sont peintes avec du blanc de plomb, hein, de la céruse. Et qui est un pigment qui a un pouvoir réfléchissant très important. C'est un pigment très couvrant et très réfléchissant, qui donc intensifie l'éclat, la luminosité du rose de Garance. Et c'est, pour terminer avec ce parallèle de la grande peinture, à nouveau ce que Harry Cléa a mis en évidence dans la tombe des Palmettes, pour notamment la peinture rose, là, des fleurs, des éléments floraux, une couche de laque rose organique que voici appliquée sur une fine couche de blanc de plomb, posée elle-même sur un autre type de blanc. Enfin, alors là, on est vraiment dans la peinture, et il y a des superpositions de couches colorées encore plus savantes, encore plus poussées que sur les figurines, hein, mais qui relèvent de ces mêmes procédés de recherche d'effets chromatiques obtenus par différents procédés picturaux. Alors, pour un dernier exemple, pour en finir, en quelque sorte d'ailleurs avec la conférence aussi, sur les jeux d'ombre et de lumière et le rendu pictural de la figure dans l'espace, qui, vous allez le voir, est attesté sur plusieurs figurines. On vous remontre un exemple qui a déjà été présenté, qui est donc cette Ménade pendant Tanagra. Vous voyez que donc elle avait cette étole rose dont la fluorescence indique qu'il s'agit bien donc de Garance, comme on l'a déjà vu, et on voit dans les plis du chitone, mais uniquement sur le côté droit, des rehauts qui ont été également appliqués sur le gris avec de la Garance, donc, et qui se signalent difficilement à l'œil nu, mais qui se voient beaucoup mieux en fluorescence. Ces rehauts sur le côté droit sont effectivement également visibles uniquement sur la partie basse de l'étole, sous le tambourin. Et ils attestent donc de cette volonté de l'artisan de donner un coup de lumière, un coup de projecteur sur le côté droit de la figurine, et de mettre ainsi, de créer une espèce de dramatisation donc lumineuse. Et effectivement, de l'autre côté, l'étole n'a pas eu ce traitement. Donc on voit bien qu'avec, grâce justement à la luminescence, combien certains éléments difficilement aujourd'hui perceptibles à l'œil nu sont ainsi mis en évidence. Et de la même façon, on s'est rendu compte que le tambourin aussi avait eu un traitement particulier, là où il nous semblait qu'il était rouge, entièrement rouge, et puis que l'altération avait fait son œuvre, eh bien en réalité, toute la partie supérieure de l'orbe supérieur était restée dans une teinte plus claire, blanche ou ocre, jaune, on n'est pas très sûr, mais néanmoins dans une teinte évidemment plus claire, renforçant encore ce coup de lumière sur le côté droit, le tambourin lui-même étant cerclé d'un trait de bleu égyptien, comme on le voit bien donc en luminescence infrarouge. Et voici donc l'exemple, la photo sous microscope du bord du tambourin, avec le traitement donc en bleu égyptien et en ocre rouge pour le reste.
Donc il y avait, enfin, ces différents exemples que vous avez pu avoir donc sous les yeux nous semblent poser effectivement toutes sortes de questions que Brigitte a déjà bien développées, hein, sur d'une part le statut de ces œuvres, hein, c'est un statut aussi, enfin une réflexion sur leur fonction, mais aussi sur leur statut économique, parce que finalement réussir à faire de tels jeux picturaux, utiliser des pigments onéreux, utiliser de la feuille d'or ou de la feuille d'étain, cela évidemment avait une implication aussi sur le coût de ces œuvres. Qui commandait ensuite ces œuvres est-ce que, par exemple, les Dames en bleu, le groupe des 4 Dames en bleu qu'on a montré au début de la conférence, est-ce que c'était 4 Dames en bleu qui étaient présentes dans l'officine, ou bien y a-t-il une commande particulière? C'est vrai que c'est un groupe tout à fait unique. Et enfin, évidemment, toutes ces questions aboutissent sur la question définitive. Qui fait quoi? Comment? Imaginer qui intervient à quel moment, et je crois qu'on ne peut plus se contenter de dire qu'il s'agit d'un malheureux choroplate qui vient effectivement barbouiller la figurine au dernier moment. Il y avait là une conjonction et une interaction des différents artisans, sculpteurs, modeleurs, peintres, d'horreur, qui peut-être travaillaient ensemble. Et pour finir sur une dernière citation qui était celle d'un grand archéologue de la fin du 19e siècle, Furtwängler, qui, lorsqu'il a commenté le livre des terres cuites qu'il a réalisé, des terres cuites de Berlin, avait dit: ces tanagras sont merveilleusement peintes, mais néanmoins, nous voudrions, je cite à nouveau, nous voudrions seulement mettre en garde nos lecteurs contre une erreur très répandue, consistant à s'imaginer que les terres cuites de Tanagra peuvent nous donner une idée de ce qu'étaient les statues en marbre peintes de l'école de Praxitèle. Le marbre et la terre cuite, les œuvres monumentales et les petits bibelots ont été traités par les anciens d'une façon toute différente, même en ce qui concerne la peinture. Et je crois qu'effectivement, on vient de vous montrer qu'au contraire, il fallait décloisonner tout cela. Et nous avons bien, je pense, nous montrons de plus en plus que les matériaux et les procédés sont communs à différentes catégories artisanales. Et nous voudrions finir par une galerie de visages qui témoignent donc de gestes de peinture antiques qui vont du 6e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle, 1er siècle avant, et qui témoignent pour ces quatre exemples de sensibilités différentes, mais néanmoins d'un travail créateur qui, nous le pensons, s'appelle la peinture. Voilà, nous vous remercions de votre attention.